Marseille, c'est un peu la somme de tous les maux. La ghettoisation, d'une hyperviolence et de l'islamisation. Il y a à Marseille un certain nombre de quartiers difficiles, des quartiers dans lesquels l'économie souterraine fonctionne à plein. Le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils caguent là où ils mangent. On a été contacté il y a quelques semaines par une source, c'est un ancien dealer repenti de Marseille, qui voulait que Livre Noir s'intéresse plus précisément justement au trafic de drogue dans les cités de Marseille. Évidemment, pour nous, c'était un sujet passionnant. La première chose qu'on a demandé, c'est de véritablement pouvoir se rendre dans ces cités. Ça canarde! Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour des no-go zones, autour un peu de cette impunité qui subsiste aujourd'hui dans les cités. Il y en a à peu près une quarantaine. Et ce qu'on voulait vraiment, c'est pas parler à des institutionnels ou entrer dans des cités de façon très encadrée avec des policiers. Non, ce qu'on voulait, c'était voir la réalité de la vie dans ces cités et du trafic de drogue. C'est pour ça qu'on a choisi d'intégrer d'abord en priorité 2 cités majeures de Marseille. D'abord la cité de la Castellane, mais également la cité de Campagne-l'Évêque. Ce sont 2 cités qui aujourd'hui font plus de 80 000 € de chiffre d'affaires par jour, donc qui sont très importantes. Et on s'est rendu dans la cité de Campagne-l'Évêque de nuit. La cité de Campagne-l'Évêque, elle a une entrée principale pour aller taper. Le terme taper, ça veut dire aller prendre, acheter de la drogue. Eh bien, ça passe par un parking. Il y a un chouf donc, qui nous surveille tout simplement, hein, qui vérifie qu'on n'est pas dans une voiture banalisée de police et qu'on est bien là pour consommer si on n'est pas un local. Parce qu'ils connaissent évidemment tous ceux qui vivent dans cette cité. Et une fois qu'on est à l'intérieur, donc dans le parking, il n'y a pas de possibilité de sortir autre que par cette même entrée. Donc c'est assez encadré de ce point de vue-là. Une fois qu'on est rentré, eh bien, on a décidé d'aller justement taper de la drogue. Alors c'est de l'herbe, c'est du cannabis dans cette cité de Campagne-l'Évêque. Dans d'autres, c'est de la cocaïne. Hein, on le verra notamment sur la cité de la Castellane. Et donc on est rentré au Hall 24. Le Hall 24, c'est un point de deal à l'intérieur d'un escalier, donc dans une cage d'escalier. Le sang, il y a qui monte. Ah non, c'est bon, il est avec toi. C'est bon. Tout seul là? Je suis avec ma meuf. Arrivé au premier étage, tout est absolument bloqué par des poubelles, par également des lits, etc. On sent que c'est enfermé, en fait. Il n'y a pas de possibilité de sortir autrement que par l'entrée dans laquelle on est contrôlé. Donc à ce moment-là, c'est à chaque fois ce qui se passe. On n'a pas le droit d'être avec son téléphone portable. Ça arrive, mais en règle générale, ils demandent à ce qu'on le range. Ils veulent voir notre visage. Et donc, il y a un calme aussi qui est assez absolu et qui est surprenant. D'ailleurs, il y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés notamment par les films autour des cités de Marseille. On imagine des gens jouer au foot en permanence avec du rap. C'est extrêmement calme, en fait. C'est ce qu'on ressent. Il y a une sorte de sécurité qui règne, tout simplement parce que le trafic de drogue est un business. Comme je disais, 80 000 € de chiffre d'affaires par jour, eh bien, il ne doit pas être bloqué, ce trafic, sinon ça serait beaucoup de pertes conséquences de revenus. Et donc, une fois qu'on est dans cette cage d'escalier, on nous pose des questions, qui on est, avec qui on est accompagné, etc. Donc, une fois qu'on est dans cette cage d'escalier, il arrive quelque chose d'improbable. Il y a ce fameux cri, « Hara Hara »,
qui signale une arrivée imminente de la police. Donc on se retrouve en plein milieu d'une intervention policière, enfermé dans une cage d'escalier parce que le trafiquant a décidé de fermer la porte avec un pied de biche, avec des policiers qui essayent de défoncer la porte pendant les 5 minutes les plus longues de notre semaine, à coups de bélier. On va ouvrir, putain, on va te niquer. Descendez. Descendez. Bougez! Allez! Bougez! Allez, cassez-vous! Cassez-vous de là. Enculé, là. 4 policiers ont pu mettre à eux tout seuls un vrai bazar et qu'ils ont immobilisé, en cumulé, le trafic sur à peu près 2 heures. À peu près 2 heures, donc c'est-à-dire qu'ils ont amputé de facilement 20% le chiffre d'affaires de la cité sur la soirée, sur la journée même complète, parce que c'est le soir qu'il y a le plus de business qui est réalisé, ce qui est un chiffre qui reste important, plus la saisie qu'ils ont pu opérer. Donc nous, on a passé 1h30 et on a choisi aussi d'aller à nouveau taper de l'herbe et taper du shit. Donc on a pu acheter du shit et du cannabis. Donc il y a la barre de shit d'abord, donc c'est 10 € le sachet, il n'y a absolument aucun marketing. C'est ce qu'il y a de moins cher aujourd'hui et c'est ce qui est le moins bon pour un consommateur de drogue. Donc là, on a le sachet de bœuf. Le sachet de bœuf, donc on peut voir vraiment l'aspect marketing qui est vraiment extrêmement travaillé et encore plus sur la petite boîte après qu'on a pu également avoir. Alors dessus, il y a plusieurs indications à chaque fois, hein. Il y a le taux de THC, par exemple, qui est de 26% dans ce cas. Il y a le petit nom qui est donné, hein, Cheesy, parce qu'à chaque fois, on parle avec des noms un peu des noms de code, plutôt sympa. Ça donne le poids, donc là, c'est 4 grammes, et le prix, donc, qui est de 30 €. Et la provenance, donc la provenance qui est la Hollande. Donc c'est intéressant parce qu'ils veulent de plus en plus communiquer dessus. On voit aussi ici qu'ils ont un canal Telegram. Ils le précisent, hein, c'est une façon de se faire leur propre canal. Ils ne sont pas uniquement sur Snapchat, parce que c'est vrai qu'il y a toute une communication qui est faite aussi sur Snapchat. Hein. On a pu parler à des policiers qui nous expliquaient qu'ils suivent des comptes Snapchat, que beaucoup sont fermés également, mais que ça se recrée. Hein. On voit d'ailleurs sur les murs de certaines cités, notamment de la Castellane, hein, on a pu le montrer, qu'il y a tout simplement le compte Snapchat du dealer, donc qui peut être suivi pour dire ce soir, point de deal à telle heure, etc. Si l'avenir de Marseille et de la France passe par... ou l'avenir de la France passe par le modèle marseillais, bon courage. Préparez-vous à des lendemains qui déchantent. On dit que Marseille, c'est aujourd'hui la France dans 10 ans, quoi. Préparez-vous à... C'est déjà le cas, en réalité. Ça a commencé dans les grandes villes, et pas seulement dans les grandes villes. Ça a commencé dans les campagnes, en milieu rural, ou partout où cette immigration incontrôlée d'origine non européenne, rarement d'origine américaine ou nord-européenne, hein, plutôt du sud, qui vient s'installer de façon massive, donc avec ses codes, avec ses traditions dans tous les domaines, avec son culte, par la masse, finit par imposer ses codes, son culte, ses traditions, et tout ça aboutit inéluctablement à une situation conflictuelle, très conflictuelle. Marseille, aujourd'hui, est un des bassins de criminalité les plus importants en France. C'est une sorte de tradition historique. On se souvient de la Friends Connection au début des années 70, avec ses ramifications jusqu'aux États-Unis. On connaît les liens historiques entre le milieu corse et le milieu marseillais. Toujours, il y a eu des arrivées de gens qui ont voulu tenter leur chance et qui tentent leur chance par tous les moyens, y compris le moyen de la délinquance. Marseille, c'est par définition, pour les populations du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, c'est la capitale de l'autre rive. Enfin, en tout cas, c'est la première ville dans laquelle ils accèdent, notamment par bateau ou par avion. Le mur, le point de mutuelle qu'ils appellent, le barrage. Et à chaque fois, c'est à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Les Pierrots se les passent. Il y en a qui prend l'un, qui prend l'autre.
c'est le même grossiste qui tient les deux, alors non. Deux entités différentes. Et ils arrivent à se coordonner, ils sont obligés. On va être sur la droite, sous le porche. Tu vois, regarde comme c'est barricadé. Le vendeur il est de l'autre côté. Là, de toute la barre, tu peux pas traverser. Et tous sont à peu près constitués comme ça. Donc tu vois, c'est ce que je te disais aussi. Tu ne peux pas dire que quand tu habites là, tu n'es pas au courant. Tu ne vois pas. Tu vois jamais le mec partir avec sa brosse. C'est impossible. C'est impossible de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas être conscient de ce qui se passe. Donc t'as la partie qui se dit avoir peur. Il faut savoir voilà, que ça profite. Et la nuit c'est bon. Ouais, c'est pareil. La seconde cité où on s'est rendu, c'est la très fameuse cité de la Castellane. On y était allé déjà au cours d'une après-midi. On avait également filmé en caméra cachée des tapes. Il faut savoir que la cité de la Castellane, elle est un peu plus complexe et élaborée, disons, que celle de Campagne-l'Évêque. Campagne-l'Évêque, c'est vraiment, il y a une entrée, il y a une sortie, il y a un four, il y a le point de deal au même endroit et ils vendent de la bœuf ou du shit. Côté de la cité de la Castellane, déjà, elle est visible depuis la route qui rentre dans Marseille. Donc si vous allez aujourd'hui dans Marseille, vous la verrez sur votre gauche en entrant. Si vous venez depuis Aix en Provence par exemple, ou depuis la gare TGV, vous la verrez sur votre gauche avec les différents choufs qui y sont. Là-dessus, sur la cité de la Castellane, il y a un point de cocaïne qui est assez fameux, avec une allée au milieu de l'allée. Donc il y a une grande allée qui divise la cité en deux. Et à cet endroit-là, il y a justement un point de cocaïne. Et il y a d'autres points des différents côtés de cannabis. On a décidé de mettre en place une surveillance avec un téléobjectif. Donc on a trouvé un lieu assez haut, plus loin de la cité. On était à peu près à 1 kilomètre. Avec quelqu'un malgré tout qui était à l'intérieur pour nous informer, pour surveiller justement un dealer qui était installé sur une chaise pour son point de cocaïne lors d'un drive. Alors le drive, pour préciser, c'est vraiment comme quand on va au McDo. Ça veut dire que vous rentrez avec votre voiture dans la Castellane. L'entrée, elle est déjà un peu filtrée par les choufs. Et ensuite, il y a des caddies qui sont par terre, des poubelles qui bloquent d'autres entrées, on les voit très clairement. Et les caddies, ils font office de checkpoint, justement. Et à ce moment-là, eh bien, vous devez arriver en voiture et dire, voilà, bonjour, je viens pour acheter. Donc là, à ce moment-là, ils regardent, ils vérifient évidemment que vous n'êtes pas un policier. S'ils voient des policiers, ils font ah, et tout le monde se disperse. Mais là, vous pouvez rentrer dans la rue. Et à ce moment-là, eh bien, vous roulez très doucement. Et il y a justement le trafiquant, le dealer, qui vous aperçoit parce qu'il vous voit à votre façon de rouler calmement, que vous êtes un consommateur qui veut acheter. Et donc il descend, il vous demande combien vous voulez, combien de grammes ou combien vous avez pour acheter. Et dans ce cas-là, il vous donne et il y a une transaction qui est opérée. On a pu voir sur une séquence d'1 heure, qu'il y a quasiment une dizaine d'achats qui sont opérés. Ça veut dire qu'à peu près toutes les 5 minutes, il y a une voiture qui passe pour acheter. Et les estimations qui sont faites par la police de vente à ce moment-là sont entre 150 et 300 euros. Donc on peut estimer assez facilement qu'il y a un peu plus de 2000 euros, voire 3000 euros par heure qui est réalisé uniquement sur ce point de cocaïne, sachant qu'il y a d'autres points, des points fixes où vous pouvez y aller à pied en vous garant encore une fois sur un parking.
y a quelque chose, encore une fois, d'improbable, hein, de la chance, d'une certaine façon, qu'on a pu vivre en direct, où on a assisté à une opération de police. En plein jour, au cœur de la cité de la Castellane, une opération de police assez, il faut le dire, impressionnante. On pensait au début que c'était une simple rixe entre dealers et trafiquants, et c'est avéré qu'en fait, c'était une opération de police sous couverture avec voiture banalisée. La police peut aller partout. C'est vrai partout en France. Bon, ceci dit, elle ne peut pas y aller n'importe comment, ni n'importe quand. Et quand on a fait une opération, ça ne peut pas être une opération isolée, il faut ensuite tenir le terrain. C'est donc la question de l'organisation de la police. Et pour ça, il faut mettre le paquet. Et quand je dis mettre le paquet, il faut le faire en étroite coordination entre la police et la justice. Dans une ville comme Marseille, je pense qu'il faut traiter le problème quartier par quartier, immeuble par immeuble, et engager fortement les CRS, non seulement dans les opérations, mais ensuite dans la tenue du terrain. Et si ça dure 2 ans, ça dure 2 ans, si vous voulez. Bien que Marseille, c'est comme les civilisations, ça peut mourir. Le temps sommeil, tend à disparaître chaque jour un peu plus. C'est le Marseille où on sort le soir, les hommes et les femmes, comme elles le souhaitent, à n'importe quelle heure, en jupe, en pantalon, en cheveux, avec des casquettes, des joggings, des tailleurs. C'est le Marseille provençal, c'est le Marseille de la Bonne Mère, c'est le Marseille des 111 villages et donc des 111 clochers, avant que ça devienne le Marseille des 111 minarets, et voire plus. C'est le Marcel de Pagnol. C'est pas une carte postale en noir et blanc. C'est la transmission. C'est cet héritage que nous avons reçu, que l'on transmet. On en garde le meilleur à la sauce 2020, 2030. Mais c'est le Marseille grande gueule. Mais c'est le Marseille des talents. C'est le Marseille de ce port qui périclite là, alors qu'il devrait permettre à Marseille de se développer. C'est le Marseille courageux, c'est le Marseille bleu et blanc et rouge.